Bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui le sujet du transport de CO2 par bateau. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Donc, Clément Mera, je coordonne les activités CCUS pour Total depuis le centre de recherche de Stavanger en Norvège et je coordonne également les activités liées au transport du CO2, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Transporter le CO2, c'est la brique essentielle entre la capture et le stockage ou l'utilisation. Et ça se fait principalement de 4 moyens. On peut le transporter par pipeline, on peut le transporter par bateau, on peut le transporter par train, ou on peut le transporter par camion. À l'échelle du CCS, les deux moyens de transport principaux qu'on va utiliser sont le pipeline et le bateau. Le train et le camion peuvent être potentiellement ponctuellement utilisés, mais en général, les volumes à transporter sont trop importants pour que ces deux moyens de transport soient pertinents pour le CCS. Le transport du CO2, il doit être sécurisé, très important en termes d'acceptabilité sociale et en termes de HSE. Il doit être économique, ce qui n'est pas toujours facile, mais on sait que l'économicité du projet CCS dépend de l'économicité de l'ensemble des blocs de la chaîne qui le composent. Donc, le transport en fait partie. Et dans certains cas, le coût du transport peut s'avérer assez élevé. Donc, on doit faire tout ce qu'il se doit pour essayer de le réduire au maximum. Les infrastructures de transport doivent se développer de manière très rapide. On estime que si le CCS se développe à la vitesse à laquelle il doit se développer dans l'ensemble des scénarios, on devrait avoir des infrastructures équivalentes à celles que l'on connaît aujourd'hui pour le transport mondial du gaz à l'échelle 2050-2060. Ensuite, on doit très rapidement augmenter la taille des infrastructures. Donc, on a des premiers projets qui se font à l'échelle en général d'une ou plusieurs sources et d'un puits ou d'un champ pour le stockage. Très vite, on doit arriver à des tailles nettement plus importantes et développer des réseaux d'infrastructures beaucoup plus grands et beaucoup plus complexes. Enfin, évidemment, je dirais même avant tout, il faut qu'on le fasse de la manière la plus verte possible et on doit limiter au maximum les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre au cours du transport. Voilà. Donc, c'est tout là l'enjeu et l'équilibre à trouver entre les 5 composants que sont la sécurité, le coût, le volume et la réduction de l'impact environnemental. Alors, on ne peut pas parler de transport de CO2 sans parler de thermodynamique. Et comme on est aujourd'hui à la Maison de la Chimie, je pense que certains d'entre vous seront contents de voir ce graphe. Donc ça, c'est l'équilibre des phases du CO2 qui a quelques particularités qui vont faire que transporter du CO2, ce n'est pas vraiment comme transporter du gaz naturel. Alors, le CO2, en général, une fois qu'il est capturé, il sort à pression atmosphérique et sa densité est autour de 1,8 kg par mètre cube. Donc, pour le transporter, on doit bien évidemment augmenter la densité de ce CO2. Alors, pour le gaz naturel, quand on le transporte par pipeline, on le comprime et on le transporte sous forme gazeuse. On peut le faire pour le CO2. On va le comprimer jusqu'à 50-60 bars et on peut le transporter sous forme gazeuse. Mais plus intéressant, on peut également par pipeline le transporter sous forme liquide. Donc à des pressions souvent comprises entre 80 et 120-150 bars, on va se retrouver avec un CO2 liquide. Ce qui fait que la densité, vous voyez, elle va passer de
150 à 830 kg par mètre cube. Et donc, on va pouvoir, avec des pipes nettement plus petits que des pipes de gaz naturel, transporter des quantités de CO2 nettement plus importantes. Voilà. Et donc, le transport de pression, le transport de pipeline se fait, le transport de CO2 dans un pipeline se fait dans un domaine de température et de pression variant entre la température ambiante, on va dire minimum entre 0 et 5 degrés, jusqu'à la température atmosphérique principale, et à des pressions en général comprises entre 80 et 100 bars. Donc ça, c'est principalement ce qui est fait aujourd'hui pour transporter le CO2 aux États-Unis, là où sont les plus grands réseaux de transport. L'autre alternative pour augmenter la densité du CO2 transporté, c'est de le transporter à une pression autour de 8 à 15 bars et réfrigérer. Donc, là, on voit la courbe d'équilibre liquide-gaz. Donc, à 15 bars, moins 25 degrés, on va avoir une densité d'environ 1000 kg par mètre cube, proche de la densité de l'eau. Et on peut aller jusqu'à une densité de 1150 kg par mètre cube en diminuant la pression et en diminuant la température à laquelle on va liquéfier le CO2. Et ça, je l'expliquerai un petit peu plus tard, les deux conditions dans lesquelles on peut transporter le CO2 par bateau. Alors, j'ai dit en introduction que transporter du CO2 par bateau se fait de manière différente de ce qu'on peut connaître pour d'autres gaz liquéfiés. Et là, je vais vous montrer l'exemple du transport de GPL. Vous avez à droite, là, pareil, un diagramme de phase de propane-butane et de mélange composé de propane-butane. Donc, sur la base de cet exemple, je vais vous expliquer les trois manières de transporter du gaz de pétrole liquéfié. La première, c'est le standard fully pressurized, donc, dans lequel on va être à température ambiante. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris 30 degrés. Et on va monter jusqu'à la pression nécessaire pour que le gaz transporté soit sous forme liquide. Donc, dans le cadre, par exemple, du propane, on va monter à 30 degrés, on va monter jusqu'à 10 bars. Donc, en général, les bateaux sont dimensionnés pour monter jusqu'à une pression maximum de 18 bars et pour descendre jusqu'à température ambiante de moins 10 degrés. Donc, ça, c'est le cas du fully pressurized. Autre option, fully refrigerated. Donc ça, c'est assez similaire au transport de gaz naturel liquéfié, où on va être à pression atmosphérique. Donc les tanks ne sont pas designés pour résister à la pression. Ils sont designés à pression atmosphérique, un petit peu au-dessus de la pression atmosphérique. Et on va venir refroidir le gaz pour qu'il se liquéfie. Donc là, sur le graphique, on est à 0 bar gauge. Et donc, on va être dans des températures comprises entre moins 42 degrés pour le propane et proche de 0 degré pour le butane. Donc ça, c'est l'option fully refrigerated. Et ensuite, on a un panel d'options entre les deux, où on va être à la fois pressurisé, à la fois réfrigéré, avec quelques standards qui existent en fonction des produits transportés. Ça, c'est le transport de gaz liquéfié, on va dire conventionnel. Donc, ça s'applique là dans l'exemple au GPL, mais ça s'applique également sur certains produits chimiques qui ne seraient pas liquides à pression et température atmosphérique. Qu'en est-il pour le CO2 ? Donc là, j'ai repris les trois options de transport. D'abord, fully pressurized. Donc, si on veut transporter du CO2 à température ambiante, fully pressurized, on va devoir arriver à une pression d'environ 70-80 bars. C'est faisable. Le problème, c'est qu'on va avoir des tanks qui vont avoir des épaisseurs très élevées pour résister à la pression et des volumes relativement faibles. Ce qui fait qu'on va principalement transporter de l'acier plutôt que du CO2. Donc, ce n'est pas une option qui est viable.
Ensuite, fully refrigerated. Le CO2 a la spécificité de ne pas exister sous forme liquide à pression atmosphérique. Donc ça, ce n'est pas une option. Là, on le voit bien sur le graphique. Le CO2 n'existe que sous forme solide ou gazeuse à pression atmosphérique. Donc, pour transporter du CO2, on n'a pas le choix. On est obligé d'être semi-pressurized, c'est-à-dire à la fois refroidi et pressurisé. Deux standards existent. Aujourd'hui, un seul standard existe. C'est celui qu'on nomme MP pour Medium Pressure, qui se situe à 15 bars moins 25 degrés. Et on travaille, et je vais expliquer pourquoi ensuite, à essayer de se rapprocher du point triple, qui est à moins 56 degrés et 5,5 bars, pour essayer d'augmenter la densité du CO2 transporté et surtout de diminuer la pression de transport. Quand on regarde le transport de CO2 par bateau, bien sûr, il faut regarder toute la chaîne. Elle est relativement longue et complexe et elle commence par le traitement et la liquéfaction du CO2. Donc, le CO2, une fois capturé, en fonction de la technologie de capture et de la source de CO2, va éventuellement avoir besoin d'être purifié. Il va ensuite être liquéfié, donc refroidi et pressurisé, stocké à terre dans des bacs de stockage en attendant l'arrivée du bateau, chargé sur le bateau, transporté, déchargé dans un terminal à terre avant d'être pompé, réchauffé et envoyé pour le stockage. Dans l'exemple ici, on prend l'exemple d'un stockage offshore, donc pompé et envoyé à travers un pipeline subsea. Alors, aujourd'hui, il existe 5 bateaux dans le monde capables de transporter du CO2, approuvés pour le transport du CO2. 5 bateaux de petite taille, vous voyez, environ 1000 à 1500 mètres cubes, et qui transportent le CO2 à condition medium pressure, donc entre 15 et 18 bars et entre moins 20 et moins 30 degrés. Le CO2 transporté, aujourd'hui, il est principalement à utilisation alimentaire et en petite quantité. Vous connaissez certainement le projet Northern Light. Dans le projet Northern Light, j'en parlerai un petit peu après, le volume de CO2 transporté par bateau est relativement plus conséquent. On parle de 7500 mètres cubes. Et on est toujours à medium pressure, 15 bars moins 25 degrés. Et à 7500 mètres cubes, on est relativement proche de la limite maximum en termes de volume qu'on peut transporter à cette pression-là. Dans la suite, et on l'espère dans un futur relativement proche, on voit le besoin d'augmenter les volumes de CO2 à transporter. Et pour ce faire, on a besoin de réduire la pression de transport. Donc, dans un premier temps, on voit des besoins pour des bateaux compris entre 10 et 15 000 mètres cubes. Et assez rapidement, avec l'augmentation des volumes de CO2 à transporter, on voit le besoin d'aller sur des bateaux d'environ 30 à 40 000 mètres cubes. Alors, pourquoi aller vers la basse pression? D'abord, pour augmenter la capacité des bateaux. Ensuite, pour avoir des bateaux qui, même à capacité équivalente, vont être plus légers et donc plus efficaces. On transportera moins d'acier et on transportera plus de CO2. Et ensuite, en augmentant la densité du CO2, avec un même volume utile de transport, on va pouvoir transporter plus de CO2. On estime, alors évidemment ça dépend des spécificités du projet, mais on estime que globalement on peut attendre des réductions de coûts sur la chaîne de l'ordre de 15%, ce qui est relativement significatif. Aujourd'hui, il n'y a pas de bateau qui existe et qui soit capable de transporter du CO2 à basse pression. Et les raisons principales, ce sont les risques associés. Il y a
un risque supplémentaire de former de la glace de CO2. Donc, en se rapprochant du point triple qui représente les conditions d'apparition de la glace, on réduit la marge entre la pression opératoire et la pression du point triple. Il faut créer de nouvelles, je dirais, classes et architectures de bateaux. Ça n'a pas d'équivalent aujourd'hui, alors que le design medium pressure a des caractéristiques relativement proches du transport de LPG, de GPL, pardon. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de dérisquer le transport de bateaux basse pression et de le rendre au plus vite disponible et validé et sûr pour naviguer. Ensuite, les autres sujets sur lesquels on travaille pour essayer d'augmenter à la fois l'efficacité et de réduire les coûts, c'est sur les différentes architectures liées au transport de CO2 par bateau. Ce qui est représenté là, c'est l'architecture qu'on va appeler conventionnelle, donc l'exemple du projet de Northern Light, avec transport de CO2 et déchargement sur un terminal à terre avant envoi pour stockage en direction du puits. L'alternative sur laquelle on travaille, c'est de se passer de ce pipeline et de mettre ce stockage, plutôt que de le mettre à terre, de l'avoir en mer. Donc avoir une unité flottante connectée au puits dans laquelle notre bateau viendrait décharger son CO2 avant de retourner au site de capture pour ramener du CO2. L'étape d'après, ça serait éventuellement de se passer de ce stockage-là et au lieu de décharger dans une unité de stockage temporaire, décharger directement par l'intermédiaire d'une bouée ou d'une plateforme et se connecter en direct au puits. Ça, c'est l'étape suivante qui permettrait de se passer de stockage intermédiaire, avec des challenges associés, notamment en termes du puits, puisque là, on ne serait plus en injection continue, mais en injection discontinue. Au moment où le bateau partirait, l'injection s'arrêterait. Alors, rapidement, quelques comparaisons entre pipeline et bateau. Alors, l'avantage principal du bateau, c'est sa capacité d'augmenter les volumes. Si on a besoin de plus de volume, on peut augmenter le nombre de bateaux, ce qu'on ne peut pas nécessairement faire avec un pipeline. En général, le split entre CAPEX et OPEX est différent. Le pipeline, c'est plus de CAPEX, moins d'OPEX, alors que le bateau, les CAPEX sont assez réduits. En revanche, les OPEX sont plus importants, principalement pour le fuel et le personnel sur le bateau. Un des inconvénients du bateau également, c'est que, en général, les émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation de fuel pour le bateau, enfin de carburant pour le bateau, vont conduire à émettre du CO2. Et ensuite, le coût dépend principalement des volumes à transporter et également de la distance. Alors, c'est ce qui est indiqué ici sur ce graphe. Pour les petites distances, pour les petits volumes, on va plutôt avoir tendance à avoir le bateau qui va être plus compétitif, alors que quand les volumes vont augmenter, le pipeline va devenir plus compétitif. Enfin, on ne peut pas parler de transport de CO2 par bateau sans parler du projet Northern Light. Le projet Northern Light ou Longskip, c'est un projet en Norvège où du CO2, actuellement en cours de développement, où on va capter du CO2 dans la région d'Oslo au sein d'un incinérateur de déchets et d'une cimenterie, le transporter sur 600 km jusqu'à un terminal à terre situé ici au nord de Bergen, et ensuite envoyer le CO2 par pipeline au site de stockage offshore. Le projet Northern Lights, c'est le premier du genre parce que c'est le premier qui développe un nouveau modèle à la fois commercial et technique et qui, grâce à la présence du bateau, va pouvoir permettre d'aller chercher le CO2 dans plusieurs endroits, principalement en Europe, autour de la mer du Nord ou de la mer Baltique,
grâce au bateau. Total est partenaire du projet avec Shell et Equinor et travaille à ce qu'une solution soit développée pour une première injection de CO2 visée à l'horizon 2024. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez pu profiter et apprendre des choses nouvelles grâce à cette présentation. Malheureusement, je ne serai pas disponible plus tard aujourd'hui pour la session de questions-réponses, mais mon collègue David Navicato pourra éventuellement répondre aux questions qui porteraient sur cette thématique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse mail indiquée ici. Et je vous souhaite à tous un bon colloque. Merci.